Nous vous proposons d'écouter dans un instant la sociologue, conteuse, écrivaine et militante féministe et antimilitariste d'origine turque, Pınar Selek, actuellement en exil en France. Elle est maîtresse de conférences à l'université Nice Côte d'Azur et membre de l'unité Recherche, Migration et Société, URMIS. La librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait Pınar Selek, mercredi 6 mai 2026, autour de la présentation de son ouvrage « Levez la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde », paru aux éditions Université Paris-Cité. Dans ce livre, la chercheuse, soutenue internationalement, raconte comment, en enquêtant sur l'origine du mouvement de résistance kurde en 1995, lors du conflit avec la Turquie, elle est arrêtée par le gouvernement turc, emprisonnée et torturée. Elle signe là, par ce récit témoignage, un manifeste de défense de la liberté de pensée. Le débat était animé par la philosophe et essayiste Kati Barask. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour cette rencontre avec Pınar Selek. Merci beaucoup Pınar Selek. On est ravis de vous accueillir à la librairie Ombre Blanche une nouvelle fois. On essaie de vous inviter régulièrement évidemment pour aussi faire signe en forme de soutien aussi évidemment à vous. Et donc voilà, je voulais vous remercier spécialement au nom de la librairie Ombre Blanche d'être aujourd'hui parmi nous. Et dire également notre merci, un grand merci aussi à Kati Barask qui vient aujourd'hui faire la discussion, l'animation de la rencontre. Kati Barask, vous êtes philosophe, écrivaine, également membre du collectif de soutien évidemment à Pınar Selek. Et donc on va aujourd'hui discuter évidemment de la parution de ce dernier livre de Pınar, Levez la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde. Donc aux éditions de l'université Paris-Cité. Donc voilà, je voulais juste vous remercier une nouvelle fois nos deux invités et vous signaler qu'évidemment le livre aussi, vous pouvez vous le procurer à l'accueil de la salle et qu'à la fin de la rencontre, il y aura un petit moment évidemment d'échange de questions et questions-réponses et un moment plus informel où vous pouvez discuter avec Pınar et avoir une petite dédicace si vous le souhaitez, et discuter avec elle. Voilà, je vous souhaite une très belle rencontre et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Alors, la première chose, c'est nous aussi de remercier la librairie Ombre Blanche. La librairie Ombre Blanche qui fait partie des librairies solidaires qui nous accompagnent depuis oui, enfin, tant de temps, oui. Peut-être trop de temps, mais bon, depuis en tout cas que nous avons créé le collectif qui était le collectif de soutien, c'est-à-dire aujourd'hui le collectif de défense de Pınar Selek et de sa recherche. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui, d'être là, tous. Et à toi, Pınar, merci d'être là, parce que chaque fois, je crois que ta venue nous donne un très grand plaisir. Alors, rapidement, je vais rappeler, au cas où personne ne connaîtrait Pınar Selek, ce qui m'étonnerait, mais je vais quand même le rappeler. Je rappelle que Pınar Selek est donc une écrivaine, une poète, une sociologue, et que pour elle, la sociologie, elle l'a toujours dit, est un engagement dans à la fois la compréhension du monde et aussi l'agir sur ce monde. Pınar Selek est romancière, je commence par là, même si peut-être aujourd'hui nous parlons de son œuvre de sociologue, mais je crois qu'il n'y a pas du tout de frontières entre les différentes écritures qui sont les siennes, et c'est aussi ce qui fait sa singularité et ce qui fait aussi la force et la beauté de ce qu'elle écrit. Alors, romancière, eh bien, je citerai deux de ses romans. Un des premiers romans de Pınar Selek
vient d'être réédité, donc vous le trouverez, réédité par les éditions des femmes. C'est La Maison du Bosphore. Parmi ses romans, plus récemment, Azucena et Les fourmis zinzines. Dans ces textes, je dirais, qui sont à la fois des textes de sociologues, des textes théoriques, à mon avis, toujours extrêmement importants et politiques, son œuvre sur les Arméniens, parce qu'ils sont arméniens, et je pense aussi à cet ouvrage dans lequel, comme elle le disait, elle persiste et elle signe, qui est Le Chaudron militaire. Le Chaudron militaire, qui est un livre qui est issu, entre guillemets, mais retravaillé bien sûr, de son enquête sur le service militaire en Turquie. Elle avait publié un ouvrage dont j'aime toujours quand même rappeler le titre, Le service militaire turc, apprendre à devenir un homme en rampant. Voilà. Alors, je vais aussi ajouter à ce portrait d'écriture de Pınar Selek ses contes. Et si vous n'avez pas lu les contes de Pınar Selek, je vous engage à les lire. Ils sont à la fois poétiques et politiques. Voilà. Donc je pense qu'ils sont, enfin je ne sais pas, je pense qu'ils sont dans les livres proposés. Maintenant, je voudrais faire un rappel, peut-être, en tout cas un rapide état des lieux, c'est-à-dire vous dire aujourd'hui où nous en sommes dans l'obstination judiciaire de l'État turc qui pèse sur Pınar. Depuis 28 ans, le procès, et il faudrait dire plutôt la parodie de procès, ne desserre pas ses mâchoires. Depuis 28 ans, Pınar Selek vit le vertige des dates d'un mauvais scénario, où chaque fois, elle est acquittée, et chaque fois, il y a appel. Pınar Selek a été acquittée 4 fois. En 2006, 2008, 2011, 2014. Jusqu'au retour, enfin 2014, il y a une sorte de suspension, et puis en 2023, retour, puisqu'il y a appel, devant la cour d'assises. Et aujourd'hui, nous attendons la 8e audience, qui aura lieu en septembre 2026, du 5e procès, les 7 audiences précédentes ayant été reportées. C'est cela, la situation. C'est ce qui pèse depuis 28 ans sur la vie de Pınar Selek. Tu n'as pas dit comment c'est commencé. Pourquoi c'est commencé ce procès? On va le dire après. C'est commencé parce que tu es considérée comme une dangereuse terroriste qui a touché. Oui, tu as touché donc. Tu as touché à l'interdit, c'est-à-dire à la question kurde. Ceci dit, tu avais déjà pas mal touché d'ailleurs à certaines choses qui ne plaisent pas beaucoup à l'État turc. C'est-à-dire que tu as touché, tu étais engagé dans les luttes, dans la convergence des luttes, lutte féministe, lutte antipatriarcale, lutte anticapitaliste, lutte antimilitariste. Bon, tu travaillais, tu avais créé un atelier pour les enfants de rue. Donc, je dirais que tu étais quelqu'un qui touchait à des, je ne sais pas s'il faut dire des marges, des franges, en tout cas des personnes qui étaient des personnes minorisées. Et déjà, donc tu as au fond ce lourd passif quand tu décides d'enquêter, enfin de
conduire une enquête, tu es sociologue, sur la résistance kurde, et c'est évidemment ce qu'on va développer, puisque Lever la tête va être le récit de cette recherche, et en même temps le récit de la volonté de néantisation de cette recherche, néantisation de toi et donc de ta recherche. J'ai commencé cette recherche en 1995 et j'ai continué 3 ans et demi cette recherche. C'est une enquête ethnographique, on va parler. Et 1998, j'ai été arrêtée. Donc c'est pas juste parce que j'étais active sur d'autres choses, mais cette recherche dérangeait la police turque et qui m'ont dit que si tu nous donnes des noms de personnes, tu peux partir et tu ne vas pas publier le livre, tu dois dire que tu traînes et ça va rester entre nous, tu peux partir. Et je ne suis pas partie. J'ai dit non. Donc la torture tout a commencé comme ça. Okay. Et ma recherche, mes carnets, mes notes, etc. ont été confisqués. Voilà. Je termine sur ce point. Donc, au fil des années, puisque je viens de faire cet état des lieux, au fil des années, je dirais que tu as fait de ton exil l'espace de ta résistance. Et on peut le voir à travers tout ce que tu as aussi écrit et publié. Et je dirais que tu as fait ce que j'appelle l'espace de ta résistance, de ta liberté de penser, de ton écriture, et tu as fait en quelque sorte demeure là où les pouvoirs voulaient te faire prison. Aujourd'hui, nous sommes devant ce livre qui s'appelle « Lever la tête ». Ce livre, c'est un livre que tu as voulu livre-événement. Et cet événement, la notion d'événement, il me semble qu'elle est très importante parce que dire que c'est un livre-événement que tu as voulu il y a maintenant 2 ans à peu près, je crois, c'est le moment, on en reparlera. Cet événement, il signifie que tu vas transformer le subir, ce qui est subi, en possible et en action possible. C'est un livre qui est une action. Alors, je reviens d'abord sur le titre, « Lever la tête ». Ce titre, évidemment, c'est un titre emblématique parce que je pense que tout est là, dans ce mouvement du corps, dans le geste politique, qui est le geste politique de l'insurrection et de l'insoumission. Et dans la langue kurde, « lever la tête » se dit « Ser Ildan ». Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas. Et il renvoie au soulèvement populaire massif, évidemment face à la répression, et soulèvements qui ont été déclenchés dans les années 90 lors des funérailles d'un jeune guerriero. Ce qui accompagne évidemment le titre « Lever la tête », c'est le sous-titre qui est « La recherche interdite sur la résistance kurde ». Et donc là, on va entrer en effet dans cette recherche, dans ce qui se passe dans ce livre événement. Pourquoi ce livre existe? Ce livre, il est le récit d'une recherche. Il est le récit d'une lente, d'une douloureuse exhumation, d'une anamnèse, en fait, de cette recherche interdite et brisée, jetée au fond d'un puits il y a 28 ans. Donc, Pinar, je vais lire un passage qu'on a choisi. Depuis quelques mois, je vis une expérience renversante, poignante. Elle n'est ni amoureuse, ni amicale. Je sens des choses qui se cassent, qui saignent énormément, qui crient à l'intérieur de moi, mais sans être pour autant une expérience corporelle. N'attendez pas un roman policier ou un conte de fées. J'ai ouvert les pages de ma recherche disparue. Sans l'avoir retrouvée, je ne l'ai jamais retrouvée.
Je parle de ma recherche sociologique sur le mouvement kurde. La recherche dont on m'a dépossédée, qu'on m'a arrachée et qui a disparu. J'ai découvert le plus tragique de cette histoire, son effacement de ma mémoire. Jusqu'à maintenant, je raconte dans les médias qu'en juillet 1998, les matériaux de ma recherche sont devenus l'objet d'un délit politique. Pour avoir prétendument porté atteinte à la nation, ils ont été confisqués par la police turque. Mais jusqu'alors, je n'y avais pas pensé un seul instant. C'est comme si elle était terminée. Non, elle m'a été enlevée. Et je devais l'abandonner. Comment un travail que j'ai commencé avec une grande curiosité et que j'ai mené avec enthousiasme jusqu'à la dernière minute peut-il rester en suspens? Pourquoi n'ai-je pas rédigé au moins tout ce que j'avais appris? Ma recherche a vraiment été interrompue. Ce qui est étrange, c'est que je n'ai même pas pensé que ce travail était inachevé. Avais-je intériorisé l'interdiction de mes matériaux? Est-ce mon point de non-résistance? Si c'est le cas, comment expliquer que je m'exprime souvent sur cette question dans l'espace public? Ça ne semble pas être la peur, quoi d'autre, la fatigue, peu probable, mais troubles liés au stress post-traumatique, un blocage, sinon quoi? J'ai réfléchi. Ma recherche est un organisme vivant. Elle est née et elle a continué à grandir. Elle a été enlevée et non pas avortée. La naissance d'une recherche n'est pas sa publication. Ces matériaux sont blessés mais toujours en vie, en transformation, en vibration. Pour les soigner, j'écris. Pourquoi maintenant? Comment se fait-il que je m'en sois rendu compte soudainement, après 27 ans, me rendre compte de ma recherche blessée en moi, puisque rien ne tombe du ciel? Comment s'est produite cette révélation? Je suis vraiment étonnée, profondément étonnée, et c'est ce profond étonnement qui me procure la force d'écrire. J'écris pour découvrir et pour me débarrasser du désarroi. Je vais me découvrir en écrivant, je l'écrirai, vous le lirez, nous le découvrirons ensemble. Alors, Pinard, pourquoi cette recherche? Pourquoi t'es-tu penché au bord du puits? Bonsoir les amis, merci. Merci Cathy, merci. Et donc vous avez compris qu'il y a 1 an et demi à peu près, donc je me suis rendu compte que je n'ai jamais réfléchi sur pourquoi je n'ai pas parlé de mon expérience de la recherche. 3 ans et demi de la recherche où j'ai découvert beaucoup de choses, je n'ai jamais parlé. Je parle toujours de ma recherche confisquée, mais je ne parle pas de ce que j'ai découvert. Ni de ma méthodologie, ni des gens que j'ai rencontrés, ni le processus. Je ne parle de rien du tout. Et même si je prends la position, j'écris sur ce sujet, etc. Par ailleurs. Donc j'ai commencé à écrire, j'étais dans le train de Nice-Paris, donc je vis dans les tramways. Donc tout d'un coup, j'ai pris mon cahier et j'ai commencé à écrire. Donc moi, j'ai réfléchi en écrivant. J'écris. Et là, vous avez entendu que j'étais très étonnée sur le fait que je n'ai pas pensé sur les questions. Donc, je suis très étonnée et donc j'arrive à la maison et je continue et je n'exagère pas, chers amis. À partir de là, j'ai oublié de dormir. Et ça durait à peu près 9 mois, pas plus que 3 heures par nuit. Tous mes amis proches le savent. Donc je n'arrivais pas, parce que je n'arrivais pas, donc j'ai commencé à un processus de souvenirs. Mais c'était très difficile parce que donc j'ai tout de suite compris, pour vous dire au début la chose. En me rappelant, j'ai incorporé mes matériaux dans mon corps durant la torture. La torture était donc parce qu'il voulait demander les noms des personnes et aussi des villages, aussi des lieux. Donc j'ai compris que je n'ai
je l'ai vraiment poussé. Et comme si moi, je suis devenue marochache. Mais voilà. Et vraiment, donc, comme ça durait un peu la torture, donc le fait, donc à la fin, même si après j'étais en prison avec les personnes, beaucoup de personnes qui pouvaient être mon terrain de recherche, parce que c'était des Kurdes, j'avais de la chance, j'étais dans un grand dortoir, plus de 100 femmes kurdes qui parlent kurde, etc. Donc je pouvais discuter avec elles, ma recherche, mes expériences, mes observations, pas du tout. Donc je n'ai jamais parlé de ma recherche, je les ai vraiment... Et donc, quand j'ai compris au début de mon écriture, et là, j'ai dit que maintenant, je dis que c'est l'étonnement qui me procure la force d'écrire. Non, maintenant, je ne suis plus étonnée, j'ai compris. Mais tout de suite, le processus de souvenir m'a pris dans ses mains. Je ne sais pas comment vous dire, je suis entrée dedans. Et j'ai commencé à lire Germaine Tillon, son expérience, comment elle l'a fait. J'ai lu un peu Lévi-Strauss, je vis d'autres personnes, et donc j'ai dit que bon, ça c'était important. Et j'ai commencé à rappeler d'autres choses par rapport à ma démarche de recherche. Donc peut-être on va en parler, mais je vous dis que j'ai compris quelque chose. Durant les recherches, je faisais beaucoup attention pour ne pas noter les noms. Et à l'époque, il y avait des cassettes. Donc, il y a des protocoles quand vous travaillez dans les espaces, dans les contextes répressifs. Donc, mais c'est que les chercheurs qui sont dedans le savent, c'est pas l'université qui fait ce protocole, parce que les universités sont sous tutelle en général dans ces contextes, mais il y a des protocoles entre les pairs, et donc il faut détruire le cassette par exemple tout de suite, pas demain. Donc moi j'ai travaillé comme une vraie Suisse, je n'ai jamais dit que je vais le transcrire demain, j'ai transcrit tout de suite, je les ai détruits. Et même après, je les ai retranscrits en changeant d'autres choses. Et donc, quand ils m'ont arrêté, il y avait que des disquettes, pas des cassettes, disquettes et mes carnets, et mes cahiers. Il y avait que des cahiers et des disquettes. Mais les disquettes, c'était, je les ai écrits moi-même, etc. Et donc, c'est confisqué, je ne les ai plus revus. Donc j'ai fait attention, j'avais un peu fière. Après, j'ai résisté à la torture, tout ça, donc j'étais fière. Mais je me suis rendu compte que tout très vite, en réfléchissant, quand même, j'ai travaillé comme une jeune petite turque, fille d'avocate, parce que, vous savez, transparence est très important, etc. J'ai pas fait cette attention. J'ai parlé à tout le monde, je faisais cette recherche, je ne cachais pas. Et les Kurdes, donc la population, au début, ils avaient peur quand ils m'avaient vu, parce que j'étais très jeune, istanbuliote, je commençais à parler un peu kurde, je commençais à apprendre. Donc, elle disait que celle-là, on va passer le temps avec elle? Est-ce qu'on va consacrer notre temps avec elle? Mais comme ils connaissaient ma famille, elle est très connue dans le sens, mon père a fait 5 ans de prison, donc on est des opposants, donc c'est sûr qu'on ne travaille pas avec l'État turc. Donc déjà, j'avais une garantie, non, voilà. Donc, mais ça ne suffit pas, parce que j'étais jeune, istanbuliote, turc, et confiance en soi, trop. Donc là, j'ai compris tout de suite que dans ce processus, je ne suis pas coupable de ce processus, d'être arrêtée par la police, mais j'ai une responsabilité. Et donc, je n'ai pas donné les noms. Mes enquêtés, mes personnes, mes interlocuteurs n'ont pas été touchés, mais leur expérience, leur analyse, ce qu'ils m'ont dit, les connaissances qu'ils m'ont transmises, ont été salis, touchés, enlevés, etc. Donc là, je me suis dit, Pınar,
de que maintenant tu te rends compte que ta recherche est devenue toi. C'est toi la recherche. En plus, les expériences de la population de ces personnes ne sont pas juste des matériaux de recherche. C'est sa vie aussi, parce que la mémoire, il y a ma mémoire corporelle et ma mémoire réflexive, mais aussi il y a une mémoire collective qui continue dedans. Et donc moi, je me suis dit, j'ai une dette, parce que la mémoire collective se fait avec les mémoires, avec les paroles aussi individuelles. Et donc, moi, j'ai dit que moi, je devais vraiment contribuer à ce que je devrais. Donc, il y a une dette. Donc, après, donc c'était pas la curiosité, l'étonnement, mais c'était une responsabilité qui m'a empêché de dormir les nuits, et j'ai fait un travail important. Mais pour vous dire que, après, on va parler de la recherche elle-même, mais c'était difficile parce que mes matériaux n'appartenaient pas seulement au terrain. C'est-à-dire, par exemple, je vais dans un village kurde et je découvre qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de carte d'identité. Je me dis, mais pas tout le monde, mais dans chaque village, je rencontre pas mal de personnes qui n'ont pas de carte d'identité, acte de naissance, etc. Alors j'écris dans mon cahier, oui, on est au XXe siècle quand même, etc. Istanbuliote, petite Istanbuliote. Et là, quand je me souviens de cette scène, tout d'un coup, je vois attaché dans le mur, et quel village. Et tout d'un coup, je tombe, vous voyez comment... Et donc, quand je me souviens je me souviens de 3 choses à la fois. Donc, c'était une épreuve. Et là, j'ai dit que c'est pas seulement une dette, c'est pas seulement une responsabilité, c'est aussi un acte de justice. C'est un acte de dire que non, vous n'allez pas réussir. Et c'est aussi, comme dit maintenant les femmes kurdes et les femmes iraniennes l'ont repris, femme, vie, liberté. Donc, il faut que la vie, résiste à la mort. Donc il faut que mon très bon travail ne meure pas. Ils peuvent pas tuer. Donc je dis que je vais vraiment créer une renaissance. Voilà. Et j'ai fini. Et c'est ça. Ouais. Vous écoutez Pinar Selek à l'occasion de la parution de son livre « Levez la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde », édition Université Paris-Cité à la librairie Ombre Blanche, mercredi 6 mai 2026, en dialogue avec Cathy Barask. Je voudrais, bien sûr, tu as, je crois, montré, je crois que c'est très important la façon dont tu viens de montrer à quel point retrouver ta recherche, c'est en même temps, c'est quelque chose qui est comme un devoir, quelque chose qui est à la fois éthique et politique, qui est à la fois l'acte de résistance par rapport à un pouvoir effectivement qui est ce que nous savons, mais c'est aussi une position qui est une position éthique par rapport à ce qui t'a été confié, par rapport à ce que des personnes, qui sont ces personnes de la zone, enfin, que tu t'ont donné. Et donc, il y a dans ce récit, il y a des voix qui sont des voix multiples. Et donc, je pense que tu vas nous dire ce qu'il en est de cette décision en 1995, quand tu vas rédiger la première question de cette recherche. Alors, je te lis février 1995. Alors, je me souviens, c'est parti, je sors comme Jean Mantillon avait fait, et donc j'écris sur ma table, et il y a plein de petits papiers que je me souviens. Donc là, je me suis souvenue, c'était... Voilà. Oui. Donc, j'ai rédigé la première question de ma recherche, puis-je expliquer la mobilisation inédite en Turquie autour du mouvement kurde.
Et la suite, comment comprendre ce qui rend possible ce mouvement populaire. Donc, ce sont les questions qui ouvrent la problématique qui va être la problématique de l'enquête que tu vas engager pendant 3 ans. Donc, puisque ce dont nous venons de parler, ce qui se passe en 98, et ces 3 ans pour toi sont 3 ans où tu vas enquêter pour expliquer et comprendre. Hein. Il y a les deux termes que tu utilises, et tu vas aussi aller enquêter grâce à tes amis étudiantes kurdes. Tu vas aller enquêter dans cette partie de la Turquie qu'on appelle la zone. Donc, je voudrais que tu nous parles de cette enquête, de la manière dont tu vas recueillir des matériaux et comment tu vas, toi, entrer dans la compréhension, l'explication, mais la compréhension, c'est pas la même chose, de ce qui a rendu possible, justement, la résistance kurde et l'importance que va prendre peu à peu ce mouvement. Merci beaucoup, Cathy. Donc, comme Cathy elle a dit, lever la tête en kurde, ça veut dire sarıldan. Sarıldan, on peut le traduire de deux façons. Lever la tête, mais la meilleure traduction, c'est le soulèvement. Mais mot à mot, ça fait lever la tête, mais ça veut dire le soulèvement. Et moi, j'ai utilisé lever la tête parce que, voilà, j'ai voulu aussi parler de mon expérience. Et donc, moi, je suis, vous avez compris, une fille d'une famille de gauche, mais turque, donc qui est assez universaliste, qui parle des Arméniens, des Kurdes, mais pas sans plus, sans comprendre vraiment. Pour être juste politiquement correct, on dit il y a une question kurde. Mais moi, je n'imaginais pas qu'est-ce qui se passait vraiment. Donc, donc je suis allée, grâce à mes amis, à l'université, donc j'avais 20 ans, et la première fois, et j'ai compris qu'il y avait une autre réalité, que j'étais vraiment, vraiment étrangère. Donc c'était 92, la première fois que j'étais allée. Donc la recherche va commencer 95. Et 92, c'était une période de sarıldan. Donc, pour vous dire très, très rapidement, donc la population kurde qui vit entre plusieurs pays, donc entre 4 pays, et vous savez bien que c'est les alliés qui ont divisé en 4, donc les neveux sont restés en Iran, les nièces sont restées en Irak, les cousins sont restés en Syrie, les oncles, les tantes sont restés en Turquie, voilà. Et donc il y a des territoires, comme tous les territoires politiques, qui tuent. Donc on peut pas passer. Et donc à partir de là, les Kurdes, donc je ne veux pas entrer dans l'histoire, mais les Kurdes ont commencé, la population kurde a commencé à vivre une négationnisme, on nie leur existence, et même le mot kurde était interdit quand j'étais petite. Par exemple, on acceptait l'existence des Arméniens comme des ennemis antérieurs, comme des méchants. Voilà, mais les Kurdes n'existaient pas. Et même le président de la République turque, donc c'est quelqu'un de sérieux. Donc ce qu'il va dire, ça va être sérieux. En principe, il disait sérieusement, non, les Kurdes, il y a des personnes qui parlent des Kurdes, c'est des ennemis. Les Kurdes n'existent pas. Comme c'est des Turcs de montagne, comme il y a de la neige, et ça fait carte courte. Il disait vraiment ça, sérieusement, c'est pas une blague. Donc c'était comme ça le contexte. Donc la langue kurde est interdite, le mot kurde est interdit, qui promet la prison. Donc c'est dans ce contexte-là. Et moi, j'étais jeune, active, etc. Tout d'un coup, je vais dans cet espace et je vois que une population, je ne parle pas des manifestations, je parle des soulèvements. Des petits, des grands, des jeunes, des vieux, tout le monde était dehors et avec toutes leurs couleurs, toutes leurs expressions, etc. Et malgré la violence de l'État,
Donc, comme maintenant, imaginez comme en Iran, ils tuent tous les jours 30, 40, 50 personnes, mais la mobilisation continue jusqu'au 93. La mobilisation massive a continué. Après, la mobilisation a toujours continué, mais la mobilisation massive a continué. Et moi, quand je retourne dans ma ville, donc je commence à questionner, je commence à essayer de comprendre, etc. Là, j'ai décidé en 95, fin 94, je pense, j'ai dit que ce que je peux faire, donc comment c'est possible d'abord? Parce que jusque-là, c'est une population, on le voyait silencieux. Tout d'un coup, c'est quoi? Comment c'est possible? Et au début, j'ai dit que est-ce que je peux travailler directement sur le PKK? Donc, quand je dis PKK, les Français, vous comprenez PKK, mais comment? Mais je vous explique parce que quand en Turquie, c'est un vrai enjeu. Si vous rencontrez une Turque, je ne dis pas kurde parce que les Kurdes disent PKK, mais si vous rencontrez une Turque, si elle dit PKK, ça veut dire que c'est une démocrate. Mais les autres disent PKK parce que vraiment, ça promettait la prison, dire PKK, parce qu'en kurde c'est PKK, mais l'État turc disait KK, PKK. Donc l'enjeu c'était ça, d'accord? Donc nous on ne dit pas PKK. Donc au début j'ai voulu travailler directement sur l'organisation même, mais en tant qu'antimilitariste et en tant que jeune turc istanbuliote qui ne connaît pas les réalités de ces espaces, j'ai décidé de ne pas travailler directement, de ne pas faire une sociologie d'organisation. J'ai dit que moi, je ne veux pas vraiment juger, je ne veux pas être dans les critiques sans savoir assez des choses. Mais moi, ce que je peux faire, de comprendre les dynamiques socioculturelles de cette mobilisation et la réception de l'organisation et l'interaction avec la population. Donc, je peux passer dans le contexte social et je peux suivre les actions, les interactions, ce qui se passe à partir de la population, sans faire une sociologie d'organisation. Est-ce que c'est clair? Et donc, j'ai demandé à mes amis à la fac de m'aider pour entrer dans le terrain, parce que j'ai décidé de faire un travail très ethnographique et de l'observation, de l'entretien et de longue durée. Donc j'ai dit qu'il faut que vraiment je comprends la chose. Donc j'ai eu beaucoup de chance, donc je ne veux pas raconter les détails. Après, si vous me posez les questions, je peux vous expliquer. Donc j'y vais. Et un des premiers jours, et moi j'ai oublié de vous dire une chose très importante pour expliquer le contexte. 93, l'État turc a décidé de mener une guerre totale contre la population. Mais c'était une vraie guerre totale. C'est-à-dire, ils ont mis en place plusieurs dispositifs, plusieurs mécanismes pour écraser ce qui se passe. Premièrement, ils ont les Serhildan, donc le nombre de massacres, les personnes qui sont tuées sont augmentées. Deuxièmement, ils ont créé une organisation qui s'appelle Hizbullah. C'est pas Hizbullah Liban, mais c'est une Hizbullah sunnite, voilà, comme Daesh, qui sont des paramilitaires qui existent, mais qui ont le droit d'avoir des associations, qui ont le droit de faire des entraides, plein de choses. L'État les paye, et ils sont entrés partout dans la zone. Et ils tuaient tout le monde. Mais les militants associatifs, tout le monde. Et ils mettaient dans les grands fossés. Et maintenant, même aujourd'hui, on sort des corps de là. Et troisièmement, ils ont payé. Il y a des familles, qui collaborent avec l'État turc depuis très très longtemps, depuis le génocide des Arméniens. Donc les liens sont toujours restés et qui sont devenus comme des harkis et kurdes. Donc ils ont été payés et ils ont été recrutés par l'État. Ils ont été armés. Et à partir de 93, et tout d'un coup, on voit partout, c'est des formes mafieux.
Et avec les armes, ils disent à toutes les familles, je veux tes terres, tu me donnes. Ils sont vraiment des bandits. Donc ils sont partout. Mais il y a plein de choses comme ça. Mais une cinquième chose, ils ont décidé de brûler des villages. Dans un an, de 93-94, 6000 villages ont été vidés. Vous voyez? Et donc, moi, je vais 95, là-bas, quand toutes ces opérations sont en train de continuer. Donc, c'est vraiment... Et moi, quand je vais dans une maison, il me dit que tu restes un jour, on va dire que tu es guérilla, parce qu'il y a des guérillas turcs aussi dans le PKK. Donc, il faut que tu restes 2 jours, après tu pars dans une autre maison. Et tout le monde s'occupait de mes déplacements comme ça. Et voilà. Donc, je voulais juste vous dire ça. Donc, avant que je suis allée, j'ai pensé à quelque chose, parce qu'on ne dit pas Kurdistan, on dit la zone. Bölge. Les Kurdes, les gens de gauche, etc. On dit la zone. On va aller à la zone, comme la zone Notre-Dame. On va aller à la zone. Et moi, j'ai dit à mes amis qui m'ont aidé, pourquoi vous dites zone? C'est la zone de guerre? C'est la zone... Une amie m'a regardé, elle m'a fait comme ça. Elle m'a dit, c'est la zone des combines. J'ai pas compris, la zone de combine. Et ça m'a ça m'a accompagné durant ma recherche. Et je l'ai répondu après, je veux vous dire. Donc je vais là-bas, dans 2 jours, je rencontre une vieille femme qui me tient à ma main et qui me dit, tu sais, Pınar, mon prénom c'est Pınar, c'est pas Pinar. J'aime bien le Pinar, mais Pınar, ça veut dire la source. Pınar, ça veut dire la source. J'aime bien les deux. Donc elle me dit, Pınar, tu sais, Pınar, il faut bien cacher les trésors. Les bandits sont partout. J'ai pas compris non plus. Donc, je note dans mes cahiers les zones de combine, les trésors. Il faut bien cacher les trésors. Donc, j'ai réfléchi que les bandits sont partout. C'est quoi les trésors? Donc, il y avait dans les maisons des populations qui m'invitent, il n'y a pas des chambres. C'est pas individuel la vie. C'est très communautaire. Donc, tout le monde vit ensemble. Et vraiment, c'est comme ça. Et donc, il y avait dans certaines régions des toits tout plats. Et moi, je montais toujours sur les toits pour être seule et j'écrivais là-bas. Et donc, j'ai décidé de conceptualiser le trésor comme une sorte de... les ressources socioculturelles qui sont interdites, qui sont devenues un délit, mais la population a trouvé des façons de les maintenir. Pas seulement de les maintenir, je vais vous dire, de les reproduire aussi, et parce que la reproduction, ça se reproduit. La population, en les reproduisant, se transforme aussi dans les résistances. Parce que l'ethnicité, la culture, c'est pas quelque chose qui appartient au passé. C'est pas seulement tu essayes de préserver ce que tu hérites de tes ancêtres. Mon accent, vous comprenez? Tu hérites de tes ancêtres, mais tu défends ton maintenant et tu deviens aussi en les défendant. Voilà. Et donc, j'ai découvert ça. Et donc, je vais vous faire très vite. Donc, comme Cathy, tu m'as dit, il y a... donc, j'ai mobilisé trois concepts. Le texte caché de James Scott. Oui. Et j'ai vu qu'il y avait une texte caché qui continue à préserver et qui circulait et changeait. Le texte changeait aussi, c'est pas le même texte. Et deuxièmement, les coulisses. Et j'ai compris que les Kurdes ne vivent autrement sur la scène, dans l'espace public, etc. Et ils se reconstruisent sur les coulisses. Et là, oui. Je peux te... Oui. Oui, je crois que ce que tu es en train de dire, pour moi, c'est en effet quelque chose que tu as magnifiquement conceptualisé. C'est-à-dire que tu crées là ce que j'appelle une image conceptuelle, un petit peu très deleuzienne, et finalement ça rejoint.
Et je vais lire le passage où ça paraît très très clair. Court, très court. En réfléchissant avec Scott et Goffman, donc ce sont les deux références. Si, je crois qu'on m'entend. J'ai conceptualisé les coulisses comme des lieux de liberté relative, des espaces où l'on peut échapper, même brièvement, au contrôle social, où l'on abandonne les rôles assignés par le pouvoir. Cet abandon est une manière de contourner, voire de subvertir les normes dominantes. C'est là que la mise en scène sociale s'interrompt, là que les rapports de pouvoir peuvent être momentanément déjoués. J'ai écrit « Il y a des espaces hors du regard dominant », espace pour reprendre son histoire, sa langue, espace pour reprendre sa parole, espace de l'expression, espace de critiques informelles, espace de solidarité, espace de contre-discours, espace de contre-culture. Oui, les trésors sont dans les coulisses. On ne les trouve pas en creusant la terre, mais dans le quotidien, éparpillés. Voilà, merci Cathy, parce que ça m'a aidé, comme ça j'ai bu de l'eau, etc. Et aussi, alors, je résume vite fait, dans ce contexte, par exemple, je ne vais pas tout dire, parce que sinon ça ne suffira pas notre temps court, mais premièrement, l'organisation sociale a vraiment, donc, autour des grandes familles, on peut dire tribus, qui faisaient une contre-espace contre l'espace étatique moderne. Et c'était vraiment incroyable. Moi, je réfléchis beaucoup avec... je critique le nationalisme méthodologique, le évolutionnisme, etc. Donc, je réfléchis, mais je ne vous dis pas maintenant. Et j'ai remarqué que cette façon de vivre créer des espaces sociaux très importants. Mais je parle des grandes familles et de garder cette grande des relations de tributaires. Donc dans la sociologie, il y a quelque chose d'important, la structuration des relations sociales. La structuration des relations sociales, les réseaux. Donc ça veut dire que quand une relation sociale, je vais vraiment très grossièrement, ça se répète l'effectif, ça crée une structure. Même pas, on n'avait pas besoin d'aimer la personne, mais juste rencontrer, ça fait une structure sociale. Donc les Kurdes, grâce aussi la population kurde, grâce à la zone rurale, ont créé leurs relations toujours avec le cousin, leur oncle, etc. Et ils ont créé un territoire relationnel qui dépasse les frontières politiques. Et moi, j'ai découvert ça, c'était incroyable. Parce que moi, je buvais depuis mon jeune âge kaçak çay, le thé contrebandier. Mais tout le monde parle de thé contrebandier ou le tabac contrebandier. Mais on dit kaçak en turc. Mais tout le monde parle. Et même tu vas à un endroit, tu dis, est-ce que vous avez kaçak çay? Voilà, mais parce que les Kurdes amènent de l'Iran. Mais c'est normal, ça devient une culture. Mais de leurs cousins, cousines. Voilà, aussi, il y a cette commerce, il y a des relations, il y a aussi la transmission de la culture, de l'histoire, du vécu. Mais comme l'écriture est interdite, pas seulement en Turquie, dans 4 parties de Kurdistan, alors qu'est-ce qui se passe? La musique prend tout le relais. La musique. Et c'est incroyable. Donc, il y a beaucoup de choses, mais je veux parler de 2 choses qui sont importantes. À l'époque, dans les années 60, 70, 80, il y avait deux radios qui venaient de Yerevan. Les Kurdes en Yerevan, ils avaient le droit de faire un programme de radio 1 heure par semaine. Alors, ça veut dire que, mais ils m'ont beaucoup raconté tout ça. Tout le village se réunit, ils trouvent une radio, tout le monde écoute, les enfants, les vieux, en kurde. Et de Georgie. Et il y a la musique, etc., etc. Et moi, j'ai découvert, surtout, je vais vous parler de ça, les dengbej, le troubadour kurde. Alors, c'est pas le même type de troubadour. Le troubadour kurde dengbej,
c'est pas soutenu par le féodal, par eux, c'est comme des guérillas un peu, mais très mythiques, des personnages très très mythiques, et ils sont habillés, nourris par la population, ils sont errants. Ils habitent là, tout le monde les accueille, ils chantent, ils connaissent toute l'histoire, ils racontent, ils créent, ils ont une mémoire super, ils jouent, ils jouent aussi, etc. Et quand il vient, tout le monde vraiment est en excitation, on l'habille, on le nourrit, etc. Il reste une semaine. Et moi, et donc ils m'ont fait entrer dans ces espaces. Et une des séances, donc ça dure 4 jours ou 5 jours. Quand une Degbej arrive, les soirs, il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des histoires d'amour, il raconte les massacres, il raconte les résistances, mais pas seulement dans les frontières de Turquie, le première république kurde en Iran, Mahabat. Il raconte les massacres en Irak, donc, et je vois qu'il y a une circulation de toutes ces expériences avec la musique. Et à un moment donné, et surtout c'était aux premières étapes, il s'est tu, et j'ai vu tout le monde pleurer, même les hommes. Et les femmes faisaient comme ça. Et moi j'ai baissé ma tête. Et donc voilà, de découvrir tous ces espaces était important pour moi. Et donc la musique c'est comme ça. Après il y avait des cassettes qui est sorties, qui est circulé entre des frontières. Donc ils m'ont raconté tout ce passage, comment ils ont gardé. Et la danse c'était important. Par exemple, il y a un vieux monsieur qui me dit, alors quand on fait les fêtes de mariage, je sais pas quoi, et ben ils dansent pour tout. Ils vont aux alpages, ils vont, je sais pas, avant de commencer le travail, il y a tout le temps la danse. Et il me dit, par exemple, quand tu tiens les mains comme ça et quand tu danses comme ça, ça veut dire que c'est la danse des combattants. Donc, tu ne dis pas ouvertement, mais tout le monde comprend le texte caché. Tu dis pas, tout le monde comprend qu'on soutient les combattants. Des choses comme ça. Donc, moi, donc j'ai compris tout ça. Donc, j'ai donné 2-3 exemples. Il y a plusieurs exemples aussi dans le livre, comme les prénoms, on n'utilise jamais les prénoms donnés par l'État, on ne prend pas beaucoup les cartes d'identité, plein de choses. Et donc, j'ai écrit tout ça. Et donc, ma recherche a pris une autre forme. Premièrement, les dynamiques socio-culturelles de cette de résistance politique. Parce que quand le PKK il a émergé, il s'est appuyé sur cette richesse, sur cette dynamique, et il a bien s'intégrer à ça, il a bien utilisé aussi tous les rituels qui continuent, etc. Je ne vous ai pas parlé de Newroz, c'était important. Newroz, donc on dit la fête des printemps, les Iraniens, etc., mais les Kurdes, déjà depuis longtemps, l'ont transformé à une journée comme le 1er mai, 8 mars, de résistance. Et comment ça s'appelle la mythologie. Tu dis, je crois, comme je l'ai résumé plus haut, l'espace Newroz est devenu, à partir de 90, un espace d'insurrection, espace de Serildan, oui. C'est-à-dire de lever la tête. Oui, tout à fait. Et donc Newroz, c'est il y a longtemps, il y avait c'est la mythologie qui s'appelle Deak, c'est un roi qui mangeait les cervelles des jeunes, des enfants tous les jours. Et la population ne pouvait pas résister. Un jour, un forgeron Kava la tue et met une très grande feu. Et à partir de là, il débarrasse du roi, etc. Donc, c'est une histoire. Et donc, tous les Newroz, la population met les feux quelque part. Mais à partir de 90, à partir de cette sortie d'émergence du PKK, il a créé un espace où les populations ont commencé à agir ensemble. Et donc, il y a les causes, on peut discuter après, mais comment le PKK, il a aussi retrouvé les ressources transfrontalières. Il n'a pas été abouti comme les autres organisations, etc. Donc ça donnait pardon?
Et là, une confiance, je ne sais pas, et la population, il a créé comment dire, des conditions de monter sur la scène. Et à partir de 89, la population a commencé de sortir des coulisses et monter sur la scène. Et c'était incroyable. Et moi, je suis sur les toits et j'écris. J'ai dit que comme si les Kurdes ont creusé la terre, ont sorti leurs coffres, ont trouvé tous les bijoux, ils ont mis partout, et ils ont dit c'est là. Et ça, c'est vraiment, j'ai découvert cette... et là, j'ai commencé à ajouter une autre dimension à ma recherche, un autre axe à ma recherche. Premièrement, cette dynamique socioculturelle de la résistance, mais deuxièmement, le caractère transformatrice de l'action collective. Et j'ai vu qu'il se passe quelque chose qui, quand tu commences à agir ensemble, quand tu es sur la scène, il se passe quelque chose de terrible. Il y a des gens qui tu regardes avec l'autre, il y a l'émotion, tu touches la main, tu dis non, viens là, etc. Tu continues malgré tout, etc. Et tu n'es plus jamais avant et après. Et donc, et moi, j'ai suivi ces mobilisations et j'ai compris que il y a un théâtre forum qui est en train de se mettre. Donc, j'ai utilisé ce terme dans le livre. Il y a un théâtre forum, une manifestation, mais comme un théâtre forum, parce qu'il y a beaucoup de spectatrices, parce que l'action collective transforme la population, une politisation énorme, et beaucoup d'acteurs qui commencent à être. Donc, c'est pas seulement l'organisation, mais la population se transforme. Par exemple, juste par rapport aux femmes, en général, on parle quand on pense aux femmes kurdes, on pense les jeunes femmes qui ont le Kalachnikov, donc c'est l'image. Mais c'est une petite partie du tableau. Parce que moi, j'ai découvert que la transformation des femmes dans les villages, dans des espaces, etc., c'est beaucoup plus riche que ça. Par exemple, il y avait une députée. En plus, j'ai oublié de dire qu'avec ces Sareldan, il y a une parti politique qui est née, plein de députés, plein de mairies. Donc, il y a une mobilisation très politique, des espaces politiques qui a été créés. Et là, donc Leila Zana, c'est une des députées des années 90, début 90, 91, 89, je crois. Et non, 93, 92. Et donc, c'est très intéressant. Elle a des enfants. Elle n'a pas fait des études. Elle est mariée. Et elle est devenue députée. Et elle met un bandeau de 3 couleurs dans sa tête. Et elle parle en kurde. Dans l'Assemblée nationale turque. Après, vous savez, ils les ont jetés dehors, les Turcs, voilà, et en prison, très longtemps en prison, etc. Mais la population, il y a plein de gens qui me disent, il y avait une avant et après. Une avant et après que cette femme, dans l'Assemblée nationale, elle a parlé de notre langue. Et il y a une autre personne qui m'a dit que, je vais vous dire après. Donc, je passe pour finir. Ça vous intéresse? Alors, donc quand même, j'étais donc quand j'ai découvert tout ça, mais il y avait en même temps la violence énorme. N'oubliez pas ça, parce qu'il y a toujours des morts. Et aussi, les villages sont désertés, les islamistes sont partout, les islamistes et paramilitaires sont partout, etc., etc. Et beaucoup d'enlèvements, beaucoup de comment on dit, tueries, crimes, mais on ne sait pas qui l'a tué. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, dans ce contexte, sur le toit, je me pose une question. Je me dis, est-ce que l'organisation politique, le mouvement politique, a bien fait de vider les coulisses? Est-ce que la population a bien fait de sortir? Parce que la vieille femme m'avait dit, il faut bien cacher les trésors. Les bandits sont partout. Et j'ai dit que est-ce qu'il faut aller les garder toujours? Et quand tu mets tout sur la scène, ils te tuent, ils te massacrent, ils te disparaissent. Et là, donc j'ai ajouté d'autres questions à mes questions.
bien évidemment, je ne me pose pas toujours les mêmes questions sur le terrain. C'est pour cela que tu fais des recherches de longue durée. Et j'ai posé ces questions. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, une des réponses. Tu sais, Pınar, tu sais, ma fille, parce que les Kurdes, les Dengbej, les troubadours étaient vieux. On ne pouvait pas continuer jusqu'au bout avec les troubadours. L'autre me dit, on ne pouvait pas rester toujours fermé dans le village, dans les familles, etc. Mais j'ai découvert que cette comment on dit, effervescence, cette action, ce caractère transformatrice de l'action a transformé la population, a créé une dynamique politisation de la société, multiplicité des acteurs. Et là, j'ai découvert qu'il y a une danse à 1000 têtes qui a commencé. Donc, si tu coupes une tête, l'autre tête va continuer. Si tu coupes autre tête, l'autre tête va te continuer. Et là, c'était incroyable. Et j'ai dit que maintenant, la Seine, ils ont monté sur la Seine, il est déserté, mais les migrations. Donc, il y a plein de Kurdes qui sont venus en Europe, et surtout après cette période, à Istanbul, à Izmir, etc. Donc, au début, tu dis que mais c'est n'importe quoi. Non, mais en même temps, par exemple, moi, j'ai quitté mes luttes, j'ai quitté Istanbul, venu ici, mais j'ai rencontré plein de personnes. Maintenant, je suis très active avec les réseaux iraniens, je suis avec les Argentines. Je ne pouvais pas les rencontrer si je restais dans le pays. Donc, j'ai créé des possibilités que je ne pouvais pas faire si je restais dans le pays. Donc, je crois que les Kurdes ont élargi le réseau, la structure des relations sociales qui dépassait les frontières politiques. Maintenant, ça dépasse plus. Et il y a aussi la circulation des ressources dans ces relations. Circulation des expériences, Et on m'a dit que, tu sais, nous avons tout, grâce à ces organisations, nous avons tout transcrit ou mis en cassette ou mis en vidéo les Dengbej. Maintenant, on ne va pas les oublier parce que maintenant, les télévisions diffusent toutes les informations. Donc, moi, je vais dans cette période de guerre, dans les villages, mais vraiment perdus, et je vois des antennes. Mais dans des petites maisons, il y a 4-5 maisons très perdues, et il y a les soldats partout, et je vois une petite antenne. Alors, quand tu vois les antennes, tu comprends qu'ils regardent le Met TV qui vient de l'Europe. Et j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Toute cette mobilité, la perte créait d'autres possibilités. Et donc, voilà. Et donc vous avez compris qu'est-ce que je parle dans ce livre. Et après, quand j'ai décidé à le publier, il y a la guerre de Syrie qui a commencé. C'était juste, donc le livre, il est publié en 16 février à Paris, donc j'ai fait la sortie. Et c'était la période où les Kurdes peut-être subissaient une des plus dures expériences de leur histoire. Une des plus, je ne sais pas. Et là, j'ai demandé à mes amis kurdes, j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai le peine de publier ce livre qui date de 28 ans? Ils m'ont dit oui, Pınar. Parce que déjà, ça donne de l'espoir quand tu rappelles de la danse de 1000 têtes. Et je crois que cette danse de 1000 têtes va continuer avec toutes les expériences qui viennent d'ailleurs. Voilà ce que j'essaie d'expliquer. On va. Juste un mot. J'ai parlé beaucoup et il fallait... Ah ben, c'était le but. C'était le but. Juste peut-être un mot pour dire à quel point ton livre, je terminerai rapidement, ne vous inquiétez pas, pour dire à quel point ton livre, non seulement est le récit qui est le récit d'une l'exhumation, retrouver ce qu'on a voulu tuer, mais je crois en même temps qu'il
qu'il a une très grande importance. D'ailleurs, ça a été dit dans différents articles concernant ce livre. Il a une très grande importance épistémologique. Là, on n'a évidemment pas le temps de parler de ton approche et de parler surtout de ce que tu as expliqué, à savoir qu'il y a une incorporation du savoir. Autrement dit, qu'aucune recherche n'est une recherche neutre, mais que la neutralité du savoir, c'est une fiction. C'est la construction d'une fiction, qui est d'ailleurs la construction d'une fiction par les pouvoirs. C'est toujours les pouvoirs qui inventent une neutralité en faisant croire qu'il n'y a pas de point de vue. Donc ce que ton livre, à travers justement, en traversant des frontières, quoi, qui sont les frontières des différentes formes de récits, je pense que ton livre met tout à fait en évidence ce que, bon, voilà, des théoriciennes, des matérialistes féministes comme Donna Haraway, puisque tu en parles, comme Jeanne Favre-Sada. Bon, et donc cette importance-là, je crois qu'il faut bien sûr que vous lisiez le livre, ça y a aucun doute, mais que vous voyez à quel point il y a une traversée de frontières. Et Pinard était d'accord pour qu'on termine par quelques paroles de Narges Mohammedi, dont vous savez qu'en ce moment, la situation est une situation extrêmement grave. Et j'ai pris ces lignes d'un entretien que Pinard avait eu avec Narges Mohammedi. Nos émancipations sont interdépendantes. C'est en unissant nos voix, nos intelligences et en mutualisant nos ressources que nous pouvons faire bouger les choses. Pour y arriver, nous devons dépasser les frontières, les murs, les difficultés. C'est possible. Il faut juste se concentrer et travailler sérieusement. Narges, donc vous savez, on l'a amenée à l'hôpital. Mais sa situation de sa santé devient de plus en plus grave. On dit qu'elle a perdu sa conscience. Elle n'a pas de relation avec les avocats, ses avocates. Seulement sa sœur peut la voir. Et en France, c'est très difficile parce que, en France, en Europe, dans tous les pays, parce que le mouvement, donc comme il y a la guerre maintenant en Iran, donc c'est très difficile de faire entendre comment l'État iranien écrase les résistants. Et surtout, je veux vous dire ouvertement, les voix qui sont proches à Narges, donc les voix féministes et ouvertes de gauche, etc., sont aussi comment dire, réprimées par la droite européens qui sont proches aux pélévistes, qui sont proches aux royalistes et qui sont très beaucoup d'opportunités. Et même l'avocate de Narges Mohammedi à l'Assemblée nationale française a été mise, elle a dit qu'elle soutient Palestine, il ne faut pas la sortir dans les télévisions, etc. Donc vous voyez, donc, on croit qu'il a pris une balle, il est très intouchable, etc. Mais il y a un vrai acharnement, même aux militants qui sont dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et nous essayons de vraiment tisser nos liens plus que possible. Voilà. Et je vous invite de lire ce qui se passe de plus en plus. Merci. Alors, on a le temps pour poser des questions ? Tout à fait, on va faire ça. Mais rapidement, parce que la question, évidemment, elle est sûrement, elle entraînerait beaucoup de choses. Mais où est-ce qu'en est la résistance kurde aujourd'hui en Turquie même avec Erdogan et tout le. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui ? Tout le monde trouve intéressant votre question, je pense. Oui. Alors moi, je veux vous dire que quand j'ai décidé de ne pas faire une recherche sur l'organisation politique, et moi, c'est pas ma spécialité.
sur toutes ces relations entre les organisations politiques, etc. Moi, j'ai vraiment travaillé, je peux parler de ce que j'ai travaillé sur la mobilisation et les dynamiques sociales, etc. Mais pas en tant qu'expert, mais en tant que citoyenne, en tant que militante, etc. Et je peux vous dire mon avis, mais c'est pas sur la base de mes recherches. Les Kurdes, depuis très très longtemps, le mouvement kurde, donc je ne dis pas les Kurdes, parce que quand on dit les Kurdes, ça me va. Le mouvement kurde, donc autour de PKK, mais qui est devenu une danse à 1000 têtes. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une autre personne âgée aussi, qui m'a dit, tu sais, il dit Heval, comme camarade. Heval, ça veut dire que les militants, les cadres de PKK, c'est les Heval. Vous savez, les Heval, quand ils vont trop loin, nous, la population, on les tire. Donc, j'ai vu que c'est pour cela que j'ai dit c'est une danse à 1000 têtes, une théâtre forum. Il y a quelque chose qui va et qui vient. Donc, et c'est que j'ai remarqué durant mes recherches et après tous mes engagements, le mouvement kurde avait décidé de se débarrasser des armes il y a très longtemps. Très, très longtemps. Quand j'ai été arrêtée, juste 2 mois après, Öcalan, il a été enlevé, il a été amené en Turquie. Et moi, c'était une période où, quand j'étais arrêtée, il y avait le cessez-le-feu, le PKK, il avait déclaré. Donc, il voulait vraiment se débarrasser. Parce que, comme le mouvement a commencé, comme ces dynamiques sociales ont commencé, il n'avait plus besoin des armes. Et ils savaient qu'ils s'étaient rendus compte que les armes, c'était une poids et ça leur desservait. Devenus terroristes, et comme dans l'Europe, etc., criminalisés, etc. Ils n'avaient pas besoin de ça. Mais donc, ils essayaient tous les chemins depuis très longtemps pour se débarrasser. Et je vous dis, comme le Pays Basque, comme Ethéoa, comme plein d'autres exemples, les États ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'ils veulent vraiment que l'ennemi continue, la criminalisation continue, et les Kurdes font un grand effort pour pouvoir vraiment entrer, garder leur trésor, et pouvoir aussi continuer leur lutte dans tous les espaces qui sont déjà entrés. Vous savez, en France, toutes les associations kurdes qui sont... voilà, quand qui cassent donc ils sont criminalisés. Donc c'est ça que je veux dire. Et donc les Kurdes essayent de faire ça. Et les États ou les États comme Syrie, comme la Turquie, etc. Je pense que les conjonctures politiques, les Kurdes aussi sont devenus une force assez importante. Je pense que moi, ma recherche parle de côté turc, de côté nord, comme disent les Kurdes. Mais en Irak, il s'est passé des choses énormes entre-temps. Et ils ont créé une autonomie. Et maintenant, il y a des écoles, des universités en kurde, etc. Et aussi en Syrie, la résistance des Kurdes a créé un espace autonome, Rojava. Et tout ça, les Kurdes, donc les Kurdes en Iran, ils sont pas seulement le PKK, mais ils sont 3 organisations, mais qui sont en alliance. Et cette alliance a fait peur aussi tous ces. Et donc tout le monde veut ne pas fâcher avec les Kurdes. Donc c'est la force qui fait que donc ils essaient de comment dire, ils ne répondent pas aux demandes de la paix, de négociation de paix, mais ils traînent, ils essayent de trouver, etc. Mais les Kurdes disent que nous n'allons pas nous lever de la table de négociation. Nous allons continuer jusqu'au bout, parce que, en même temps, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais si tu veux faire la paix, tu vas faire la paix avec ton ennemi. Tu ne vas pas faire avec ta voisine. Donc, c'est pour cela que les Kurdes essaient de négocier avec leur ennemi. Et il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ça, je pense. Et quand on est en dehors des zones... en dehors de zones de guerre, de la mort, etc., nous pouvons parler dans notre confort facilement. Mais si le mouvement kurde et toutes ces populations qui la soutiennent, qui ont décidé de vraiment continuer avec les voies démocratiques, il faut les soutenir, il faut rendre visible cette démarche.
Voilà. Et pas attendre qu'est-ce qui va se passer, parce que les rapports de force sont vraiment très très durs. Et les Kurdes, et aussi, moi je soutiens les populations qui sont les plus vulnérables, les Arméniens aussi. Ils sont pas c'est pas comme Azerbaïdjan, ils n'ont pas les mêmes argents. Donc c'est les populations qui n'ont pas beaucoup de possibilités. Donc c'est très important de les rendre visibles politiquement. Et de les inviter, de faire des choses ensemble, d'essayer d'ouvrir des chemins pour qu'ils soient plus politisés. Par exemple, nous avons organisé à Strasbourg, il n'y a pas longtemps, on a invité tous les anciens maires exilés pour qu'ils nous racontent leur expérience de la participation sur le contexte répressif. Comment une mairie peut créer des dispositifs de participation malgré les répressions. Ils nous ont raconté, et tous les différents maires, plutôt de gauche, écologistes, etc., français, sont venus les écouter. Donc c'était intéressant, ces choses-là. Voilà. Donc j'ai répondu à la question. Et maintenant, on peut continuer. Ouais. Ah non, il y a une autre. Pardon, excusez-moi. Est-ce que le mouvement kurde donne l'espoir d'un dépassement des États-nations? Est-ce que le mouvement kurde donne l'espoir de dépassement de l'État-nation? Je dirais oui. Je dirais oui parce que, comment dire, j'ai parlé des territoires, de création des territoires. Je peux parler de mon expérience personnelle d'abord. Moi, quand j'ai quitté la Turquie, au début, je me sentais comme exilée. Mais de petit à petit, j'ai découvert comment ces frontières politiques m'ont marqué aussi. Et j'ai commencé une déterritorialisation. Maintenant, j'ai dit que ce territoire appartient à personne. Ni à moi, ni à lui, donc, aucun territoire appartient à personne. Nous sommes des passages, nous sommes éphémères, nous sommes là. Donc les Kurdes, avec leur lutte, avec toutes ces circulations, je pense, et surtout avec les convergences des luttes, avec d'autres mouvements, pas seulement en Turquie, mais ailleurs, il y a des réflexions très importantes, mais qui ne sont pas encore, qui ne sont pas encore réalisées toujours, parce que les conditions matérielles, structurelles ne permettent pas. Mais dès que des discussions commencent à circuler, ça va prendre. Il y a des possibilités. Je ne peux pas dire qu'il y a l'espoir, il y a une demi-espoir. Comme disait un poète turc qui est tué par les islamistes en Turquie. Voilà. Metin Altunok. Ouais. Merci. Bon, c'est moins une question que deux observations. Je voudrais d'abord remercier Cathy pour sa belle présentation et merci Pinar pour son témoignage. Et voilà ce que ça m'évoquait entre autres. Alors en tant que chercheuse, je conçois évidemment l'arrachement que peut représenter le fait d'être privé de sa propre recherche. Et tu récusais le terme d'avortement. Tu dis c'est pas une recherche avortée. Et elle vit toujours, et ça me rappelle ce que disent les gens qui ont dû subir une amputation. Amputation, ça veut dire quoi? Quand on te coupe un bras, une jambe, etc. Oui. C'est que le membre amputé continue de vivre. Et il me semble que c'est un peu ça que tu nous racontes en disant mais cette recherche, elle continue de vivre et de prospérer d'une certaine façon. Donc ça, c'était ma première observation. Et la deuxième observation, je voudrais faire juste un petit pas de côté et rappeler qu'après le coup d'État manqué de 2016, beaucoup de collègues universitaires turcs ont été arrêtés, etc. et sont sous le coup d'un certain nombre d'inculpations de la part du gouvernement turc. Et ce que tu évoquais sur la torture que tu as subie, il me semble que ça se poursuit par rapport à ces collègues dont le procès est sans cesse différé. Et cette technique qui consiste à reporter sans arrêt le procès, voilà, ce qui ne permet pas de clôturer cette affaire, fait partie intrinsèque, finalement, du processus de torture. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Tout à fait. Et tous les autres prisonniers aussi en Turquie aujourd'hui
qu'ils ont fait que des activités de culture, de films, de cinéma, et ils ne savent même pas leur acte d'accusation depuis des années. Voilà, merci beaucoup. Vous venez d'écouter une rencontre avec Pinar Selek qui vient de faire paraître aux éditions Université Paris-Cité Levez la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 6 mai 2026. Dernièrement, Pinar Selek a publié Le chaudron militaire turc, un exemple de production de la violence masculine aux éditions Antoinette Fouque. Réalisation et mise en onde Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.